Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cardio Online au sein de l'EuroPCR 2018. Je suis Guillaume Bonnet, je suis un des membres des cardiologues en formation. J'ai le plaisir de recevoir Michel Azizi pour discuter ensemble de la dénervation rénale. Donc pour commencer déjà, on peut rappeler un petit peu le contexte qui était avec quelques déceptions de la dénervation rénale. Bonjour Guillaume, merci pour ces questions effectivement importantes. Le contexte, l'hypertension artérielle qui reste non contrôlée. On a eu des données épidémiologiques en France qui viennent de montrer encore la situation qui n'est pas bonne et pour laquelle on doit continuer à agir. On a aussi un contexte de traitement médicamenteux que malheureusement les patients prennent en partie, voire pas du tout, puisque l'inobservance au traitement reste un problème aussi en France et on estime grosso modo à 50% des patients qui ne prennent pas leur traitement antihypertenseur. Un rationnel physiopathologique qui est le rôle du système nerveux sympathique dans la régulation de la pression artérielle et donc la mise au point de technologies pour interrompre l'activité de ce système nerveux sympathique, en particulier rénal, par la dénervation. Alors au début, fantastique, on a des données expérimentales, des données initiales, un premier essai absolument incroyable avec des résultats fantastiques. Et puis l'essai Simplicity HTN3 est publié, donc comparant l'intervention, la dénervation à une intervention fictive, ce qu'on appelle sham en anglais, et pas de différence statistiquement significative. Et ça a eu un impact très négatif sur la perception de la dénervation. Néanmoins, je voudrais ici souligner que ce sont les cardiologues français, en collaboration avec nous, hypertensiologues, qui avons mené un essai public avec des financements publics, un PHRC, l'étude DENER-HTN, qui a permis de maintenir en vie aussi cet axe de recherche parce qu'on a cette responsabilité de savoir si oui ou non on va changer ou il est possible de changer le paradigme de traitement de l'hypertension artérielle. Donc on est dans ce contexte-là. Et donc à partir des données de DENER-HTN qui étaient positives avec une variation plausible de la pression artérielle, ont été designés de nouveaux essais tenant compte de toute l'historique et tenant compte de toutes les erreurs qui avaient été faites au départ pour mettre au point ces essais. Okay. Ouais, donc dans ce contexte un peu difficile, une technique qui était mise un petit peu à mal, un dernier espoir et finalement à cet EuroPCR, on a la primeur quand même de 2 essais. On va commencer par le premier, Radiance Solo. Alors qu'est-ce qu'on en sait un peu plus de la population, de la méthodologie qui n'est pas exactement la même que finalement ce qu'on a connu par le passé. Absolument. Donc en même temps qu'on a appris sur faire de nouveaux essais, même la technologie des essais, eh bien, les matériels se sont améliorés. On est passé du cathéter qui était avec une seule électrode de radiofréquence à d'autres types de cathéters et spécifiquement pour Radiance, un cathéter à ultrasons avec un ballon qui contient la sonde à ultrasons ultra focalisée qui vont agir, entraîner une lésion thermique dans l'adventice où cheminent les afférences et les efférences rénales, à peu près entre 1 et 6 mm au-delà de la lumière artérielle. Donc ça, c'est la technologie, toujours par voie endovasculaire, nécessitant de faire une dénervation d'un côté et de l'autre, donc cathétérisme sélectif, plus simple, en tout cas moins variable parce qu'il y a un ballon à faible pression qui maintient le cathéter à peu près au bon endroit et uniquement ablation des artères rénales principales. Donc ça, c'est la technologie. Maintenant, les patients. Les patients, on a aussi appris des autres essais et des erreurs qu'on avait commises, mais on avait besoin d'accumuler de l'information sur la sécurité aussi des essais. Donc on s'est tourné sur les malades les plus graves au départ, les hypertensions résistantes à tout. Et donc effectivement, elles sont résistantes à tout. Et oui, elles sont aussi résistantes un petit peu à la dénervation. Donc on s'est dit, oui, on a utilisé cette population de patients pour dériver des informations de sécurité. On savait aussi qu'à l'échelon individuel, on avait des patients qui répondaient de façon manifeste. Pas de problème de sécurité majeur, patients répondeurs de façon manifeste. Il a fallu enlever tous les facteurs confondants en fait, qui rendaient compliqué l'évaluation de ces techniques. Donc on est allé sur des populations de patients chez qui on a arrêté le traitement antihypertenseur ou qui ne prenaient pas le traitement antihypertenseur à très faible risque. On n'avait pas de risque de complications cardiovasculaires sur une durée de temps courte, 2 à 3 mois, c'est les essais dans l'hypertension artérielle. Donc c'est ce qui a été fait. Population à bas risque, soit qui ne prennent pas de traitement,
soit qui ont un ou deux traitements antihypertenseurs qu'on peut arrêter. Tout ça pour prouver est-ce que oui ou non ça fait baisser la pression artérielle, parce qu'il y avait une variabilité. Donc dans cette population alors très différente, avec cette technologie qui est évidemment encore plus aboutie, alors, les résultats du coup sont... Alors les résultats, il faut voir aussi qu'on a fait un essai randomisé contre sham, c'est-à-dire une intervention fictive. Ouais. Et donc le patient, après avoir les critères d'inclusion et non-inclusion vérifiés, allait en salle de cathétérisme. Et c'est uniquement dans le secret de la salle de cathétérisme où il y avait un petit nombre de happy few qui savaient, après la randomisation, une fois que le malade était sur table, avait été plus ou moins sédaté, avait de la musique sur les oreilles, un masque sur les yeux pour ne pas se rendre compte. Il avait eu l'artériographie pour vérifier l'anatomie artérielle. Et là, tirage au sort, dénervation ou rien. Et une fois que le malade sortait de la salle de cathétérisme, après blackout total, c'est-à-dire ceux qui allaient évaluer ne savaient pas si le malade avait été dénervé ou non dénervé. Donc voilà la méthodologie qui est très forte. Qui est forte. Et ensuite, suivi des patients. Et évaluation par la mesure ambulatoire de la pression artérielle et pas que la mesure clinique de la pression artérielle. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans le groupe sham, intervention fictive, en moyenne, on a 2 mm de mercure de baisse de pression systolique ambulatoire diurne. Et dans l'autre groupe, on a 8,5 mg de mercure de baisse de pression artérielle induite par la dénervation par voie endovasculaire utilisant les ultrasons. Donc la différence entre les deux, en moyenne, est de 6,5 mm de mercure en valeur de mesure ambulatoire diurne systolique. On a la même chose de façon consistante sur les autres paramètres mesurés de pression artérielle. Et ce, sans avoir ajouté des médicaments. Il n'y a pas de facteur confondant. Néanmoins, dans le groupe sham, les docteurs et les patients ont pris peur parce qu'ils ont vu que leur tension remontait. On en a plus qui ont commencé un traitement, même en dehors de l'essai. Quand on exclut ces patients d'analyse, qui n'est pas en intention de traiter, mais en pair protocole, l'amplitude de l'effet est encore plus grande, beaucoup plus grande. Donc en gros, on a 66% des malades qui ont plus de 5 mm de mercure de baisse de pression artérielle en mesure ambulatoire systolique diurne dans le groupe dénervé contre 33% dans le groupe sham. Donc il y en a qui répondent aussi au sham. Hein. C'est l'effet placebo finalement du sham. Voilà, exactement. D'une intervention, à chaque fois qu'on va interagir avec un malade, il va y avoir un effet, induit par des boucles dopaminergiques dans le cerveau. Il se passe quelque chose, il ne se passe pas rien. Et donc, si on regarde le nombre de patients contrôlés après 2 mois, c'est très court, hein, c'est ça les limites de l'essai. Vous avez 25% de gens qui sont parfaitement contrôlés en mesure ambulatoire diurne et nocturne à 2 mois, sans aucun médicament, contre 3% dans le groupe sham. Donc, la différence, elle est absolument énorme. Donc, oui, ça baisse la pression artérielle et en rapport avec l'essai Spiral, cette fois-ci qui a utilisé Spiral off sans médicaments, donc montré en août 2017 à l'ESC, on a 2 essais concordants chez des malades qui ne prennent pas de médicaments, qui montrent une variation de pression entre 2 groupes qui est d'amplitude à peu près similaire. Alors on a un peu parlé du coup maintenant de la deuxième étude, donc Spiral cette fois-ci on. Alors la population, la méthodologie un peu différente, là aussi il faut faire un petit focus. Absolument. La méthodologie de l'essai est c'est randomisé, contrôlé contre une intervention fictive ou sham. Donc ça, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Suivi un peu plus long, parce que ces malades ont déjà des médicaments, tandis que précédemment ils n'avaient pas de traitement, on ne pouvait pas les laisser au bout de 2 à 3 mois sans traitement médicamenteux. Et les comités de protection de personnes en France ou les ethics committee à l'étranger refusaient. Donc là, on a un suivi de 6 mois. Donc c'est plus long. Donc ça, c'est l'essai lui-même. Ensuite, le cathéter, différent. Le cathéter, c'est le cathéter Spiral, donc qui est un cathéter de radiofréquence avec différentes électrodes qui permettent, le long d'un cathéter qui est un peu spiralé, d'avoir des électrodes de radiofréquence. Et le traitement aussi est différent, c'est-à-dire que les cardiologues et les radiologues interventionnels allaient jusque dans les branches des artères rénales pour dénerver. Et non seulement le tronc principal, mais les branches et toutes les artères accessoires possibles, potentielles, pouvaient être dénervées. Donc à titre de comparaison, juste, vous voyez, vous avez
plus de 40 ablations qui sont faites avec le cathéter spirale, dans spirale on, mais aussi dans spirale off, et vous avez en moyenne 5 ablations qui sont faites avec le ballon. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans la même configuration en nombre d'ablations, mais après, les cardiologues ou les radiologues interventionnels utilisent plus ou moins, avec aussi bien de facilité, semble-t-il, les deux cathéters. Je ne suis pas un cardiologue interventionnel, je ne peux pas donner mon avis. Alors voilà la technologie, la population à l'étude différente aussi, différente en ce sens que ce sont des patients qui ont de l'hypertension, qui sont sous traitement, mono, bi ou trithérapie. La moitié d'entre eux ont une trithérapie et ils sont non contrôlés en mesure clinique de pression artérielle, vérifiés en mesure ambulatoire de pression artérielle. Donc on a confirmations successives qui ne sont pas contrôlées. Ils reçoivent les traitements à dose maximale, il n'y a pas de standardisation réelle du traitement, ils doivent recevoir, et en majorité ils prennent des inhibiteurs calciques, des inhibiteurs du système rénine-angiotensin et des diurétiques, donc c'est ça le traitement principal, et ils vont être suivis pendant 8 mois. Alors voilà la méthodologie de l'essai, le cadre. Alors du coup, ces résultats, on les imagine aussi prometteurs? Alors, spontanément, si on réfléchit que la pression artérielle est un phénomène continu, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas une réponse dichotomique. D'un côté, ce serait blanc et de l'autre côté, c'est noir. On a fait tous ces scénarios l'année dernière. Oui, alors si l'un est positif, l'autre est négatif, etc., enfin, sans fin. En réalité, la pression artérielle est un phénomène continu. Donc, ce qu'on a observé, on s'attendait à l'observer, mais il fallait encore le prouver dans des bonnes conditions expérimentales. C'est ce qui a été fait. Au bout de 6 mois de suivi des patients, donc CHAM, les malades sont maintenus à l'insu de la randomisation, comme les médecins, hein, tout le monde c'est pareil. Et la randomisation se fait en salle de cathé aussi, exactement de façon identique. Au bout de 6 mois, on refait une mesure ambulatoire, les traitements ne doivent pas être modifiés, et on se rend compte à traitement égal que la baisse de pression artérielle est plus importante, elle est de l'ordre de 7 mm de mercure, de différence entre les deux bras, entre le bras CHAM et le bras donc traité par dénervation, et ce en mesure ambulatoire des 24 heures. On voit aussi un effet progressif, c'est-à-dire à 3 mois, la différence n'est pas significative entre les deux groupes, et elle va s'amplifier au long cours. Ensuite, ce que rapportent les auteurs, et qui reste aussi important, c'est l'inobservance au traitement. Seul dans cet essai, au départ, 60% des patients sont observants à leur traitement médicamenteux, et à la fin, c'est 60%. Sauf que lorsqu'on regarde au fur et à mesure, ça a beau être 60%, mais en fait, l'inobservance au traitement est un phénomène dynamique. On peut être observant, inobservant, observant, inobservant. Enfin, les patients changent leur statut d'observance ou d'inobservance. Donc, en moyenne, voilà ce qu'on observe, avec traitement à peu près maintenu de façon identique. Alors, ce que j'ai omis de dire, que ce soit dans l'essai précédent ou dans l'essai celui-ci, en termes de risque et de complications d'événements indésirables graves, le risque, il était à ce jour nul, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun événement à 30 jours, 2 mois, 3 mois et 6 mois. C'est encore plus important chez cette population de patients peut-être moins comorbides. Absolument. Donc on peut pas, si la technique était dangereuse, conférer un risque extrême alors que ce sont des populations à bas risque, donc ça ne pourrait pas être justifié, absolument pas justifié. Donc c'est important de se dire maintenant qu'avec, en commençant, je rappelle, par l'essai d'NRHTN français qui a rapporté 6 mm de mercure, on trouve entre 6 et 8 mm de mercure de différence entre deux bras, de façon successive finalement dans 4 essais différents. Donc ça veut dire qu'il y a une constance, il y a une concordance des résultats, et ça veut dire qu'on doit passer l'étape qui est est-ce que ça fait baisser la pression artérielle? La réponse c'est oui, ça fait baisser la pression artérielle. Alors, de faire une dénervation. À la dernière question, c'est-à-dire le suivi, oui ça fonctionne. Là on est à un suivi maximum qui est de 6 mois. La question qu'on a envie de vous poser, voilà, vous, quelle vision vous avez finalement sur la suite, le suivi et la suite de l'aventure, sachant que là finalement la safety elle est assurée, mais le suivi d'efficacité des cas 6 mois, donc est-ce qu'il y a des éléments pour Vous avez tout à fait raison. Pour l'avenir. Pour l'avenir, d'abord,
les portes ne sont plus fermées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les portes sont ouvertes maintenant. On peut continuer à travailler, à faire de la recherche, à essayer de définir les meilleures populations, parce que comme vous l'avez dit, et on en a parlé, il y a quand même une variabilité de la réponse. Il y a des gens extrêmement répondeurs, peu répondeurs, donc il faut qu'on comprenne encore tous ces éléments. Il faut qu'on ait, comme vous le dites, à long terme, savoir, mais est-ce que le traitement, est-ce que la baisse de pression artérielle va se maintenir au long cours? Essayer de mieux comprendre la raison pour laquelle ça fait baisser la pression artérielle. Ça reste encore complexe parce que la dénervation est quelque chose où on est aveugle. Hein. La personne, vous êtes interventionnaliste, vous savez, vous mettez un stent, il y a une sténose, vous mettez un stent, il n'y a plus de sténose. Là, on envoie quelque chose quelque part et puis finalement, ce qu'on mesure, c'est la pression artérielle. Donc il y a encore du travail. Est-ce qu'il y a besoin d'éléments qui vont vous fournir en tant que cardiologue interventionnel un feedback sur ce que vous faites? Cibler une population qui serait bonne répondrice, ça serait pour vous une piste intéressante. Ah oui, il y a encore beaucoup de travail, des questions encore, mais néanmoins il y en a une qui est définitivement réglée. Oui, ça fait baisser la pression artérielle. Maintenant, il faut qu'on définisse les populations, qu'on compare des approches thérapeutiques différentes, mais on a cette preuve, on a besoin aussi de données de sécurité à long terme, avec les différents cathéters. Bon, merci beaucoup, c'est très clair et c'est un message vraiment d'espoir pour cette nouvelle technologie qui s'inscrit dans le temps. Merci beaucoup. Merci à vous.